Bonjour, c'est votre veille hebdomadaire de pelvipérinéologie du 26 juin 2026 proposée par Erwan Le Rumeur, kinésithérapeute à Paris. Émission d'information scientifique, pas de conseil médical individualisé, les références sont en description. Cette semaine, la veille a analysé 80 articles. Le dossier principal est consacré au prolapsus des organes pelviens. Œstrogènes, PCR, chirurgie, mèche, fragilité, sexualité et résultats à long terme. Ensuite, on élargira avec 6 articles à ne pas manquer. Neuromodulation dans l'urgenturie, incontinence postpartum à 3 ans, rééducation de l'incontinence d'effort, sexualité 12 ans après OASIS, endométriose rectovaginale et lien vessie-intestin. Dossier de la semaine, prolapsus du tissu vaginal au résultat à 10 ans. Premier point, les œstrogènes vaginaux périopératoires. Vaca, Pierrot, Foresta et Ali publient dans Climactérique une revue systématique avec méta-analyse sur l'utilisation des œstrogènes vaginaux autour de la chirurgie du prolapsus chez les femmes ménopausées. 9 essais randomisés sont inclus pour un total de 764 femmes, 383 dans les groupes œstrogènes et 381 dans les groupes contrôle. Les auteurs évaluent de la qualité tissulaire, les symptômes d'atrophie vaginale, c'est les infections urinaires, les complications, la satisfaction et le succès chirurgical composite. Le résultat principal mérite une lecture précise. Les œstrogènes vaginaux améliorent significativement la qualité tissulaire avec une taille d'effet standardisée de 0,73. Les symptômes d'atrophie vaginale s'améliorent également et le profil de sécurité est jugé excellent. En revanche, les effets sur les infections urinaires sont incertains et contradictoires. Une étude suggère un possible effet défavorable, tandis que deux études vont dans le sens d'un bénéfice. Le succès chirurgical composite ne montre pas de différence significative entre les groupes. La satisfaction reste très élevée, au-dessus de 95% avec ou sans œstrogènes. Le message n'est donc pas que les œstrogènes améliorent tout. Le message est plus limité et c'est précisément ce qui le rend utile. Chez les femmes ménopausées opérées d'un prolapsus, les œstrogènes vaginaux peuvent améliorer le terrain vaginal et les symptômes d'atrophie, mais cette méta-analyse ne montre pas d'amélioration nette du succès chirurgical global. Cela oblige à séparer les objectifs. Améliorer un épithélium atrophique n'est pas la même chose qu'éviter une récidive, réduire une infection urinaire, diminuer une complication ou augmenter un taux de succès anatomique. La prescription peut avoir du sens pour un objectif tissulaire ou symptomatique sans devenir une promesse de meilleurs résultats chirurgicaux. Ce point résonne avec la revue de Tsuboi, Inoue, Hirayama et Al dans Maturitas consacrée au microbiome intestinal, vaginal et urinaire dans le syndrome génito-urinaire de la ménopause. 23 études sont incluses avec plus de 5000 participantes. Chez les femmes ménopausées, les auteurs retrouvent de façon assez constante une diminution des lactobacillus et une augmentation de la diversité microbienne. L'œstrogénothérapie peut restaurer partiellement une dominance lactobacillaire, mais cette restauration ne prédit pas toujours la résolution des symptômes. Dans le prolapsus, cet arrière-plan compte sécheresse, dyspareunie, perte, infection urinaire, PCR, chirurgie et atrophie vaginale se croisent souvent dans les mêmes consultations. Mais ils ne relèvent pas tous du même mécanisme. Un levier hormonal ou microbien peut modifier le terrain sans expliquer à lui seul la tolérance d'un dispositif, le résultat d'une chirurgie ou la sexualité. Deuxième point, les PCR. Brown, Rentel, Anders et Ali publient dans Neurology and Urodynamics une guideline britannique sur les bonnes pratiques d'utilisation des PCR vaginaux dans le prolapsus des organes pelviens. L'abstract n'était pas disponible dans le fichier brut, donc il faut rester prudent sur le détail des recommandations. Mais le thème est structurant. Le PCR n'est pas seulement un objet posé en consultation, c'est une stratégie thérapeutique qui implique un choix de modèle, une information claire, parfois un apprentissage de l'autogestion, une surveillance de l'épithélium vaginal et une conduite à tenir en cas de douleur, perte, saignement, expulsion ou inconfort. Le succès n'est pas seulement que le PCR tienne, il faut qu'il soit toléré, surveillé et compatible avec les objectifs de la patiente. Yin, Li et Zhu publient dans International Urogynecology Journal une analyse secondaire d'un essai randomisé sur les événements indésirables vaginaux chez les utilisatrices de pétrin de PCR. L'étude inclut des femmes ménopausées avec prolapsus symptomatique de stade au moins 2, appareillées avec un PCR anneau avec support. Parmi 411 femmes ayant au moins un suivi, 119 développent un événement lié à l'épithélium vaginal, soit 29%.
Les événements comprennent érythème, abrasion, érosion ou ulcération, saignement vaginal et pertes excessives. Les facteurs associés au risque incluent le temps plus long depuis la ménopause et le stade avancé du prolapsus. A l'inverse, une activité sexuelle active et l'utilisation continue d'œstrogènes pendant au moins 12 mois apparaissent comme protectrices dans cette analyse. On reste sur des associations, pas sur une règle universelle. Mais le chiffre est important. Près d'une femme sur trois présente un événement épithélial au cours du suivi. Cela rappelle que le suivi du PCR n'est pas une formalité. Il conditionne la tolérance, l'adhésion et parfois la poursuite du traitement conservateur. Autres papiers pratiques, Ola, Romix, Kenninger et Ali comparent dans Gynecologic and Obstetric Investigation le PCR au long cours et la colpoclésis chez des femmes âgées, sexuellement inactives, avec prolapsus sévère. 76 femmes sont incluses. 30 traitées par PCR au long cours et 46 par chirurgie oblitérative. Les deux stratégies améliorent fortement la sensation de boule vaginale, la gêne, la masse palpable et les difficultés mictionnelles obstructives. La satisfaction est élevée dans les deux groupes, 90% avec PCR et 97,8% après colpocléisis. L'amélioration symptomatique semble cependant plus importante après chirurgie. Le PCR est interrompu dans 23,3% des cas et 20% des patientes du groupe PCR nécessitent ensuite une chirurgie du prolapsus. Aucun cas de réintervention pour récidive n'est rapporté après chirurgie oblitérative. L'étude est rétrospective de petite taille avec un questionnaire non validé, mais elle pose bien l'alternative dans cette population précise. Le PCR peut fonctionner. La colpoclésis peut aussi fonctionner. Les deux ne racontent pas la même chose. L'une est conservatrice et réversible, mais exposée aux interruptions et au suivi. L'autre est plus définitive, mais implique une fermeture vaginale, donc un choix compatible seulement avec certaines situations sexuelles. Troisième point, chirurgie et long terme. Nager, Visco, Richter et Ali publient dans JAMA Surgery les résultats à 10 ans d'un essai randomisé comparant deux stratégies pour le prolapsus utéro-vaginal, hystéropexie sacrospineuse vaginale avec greffe, donc conservation utérine, versus hystérectomie vaginale avec suspension des ligaments utérosacrés. L'étude est multicentrique, conduite sur 9 sites du Pelvic Floor Disorders Network aux États-Unis. 175 femmes sont incluses dans l'analyse en intention de traiter, 88 dans le groupe hystéropexie et 87 dans le groupe hystérectomie. Le suivi initial est au masqué pendant 5 ans, puis prolongé en ouvert jusqu'à 10 ans. 112 participantes, soit 64%, participent au suivi prolongé. Le critère principal est un échec composite, retraitement du prolapsus, prolapsus au-delà de l'hymen ou symptômes de prolapsus. À 10 ans, les échecs sont moins fréquents dans le groupe hystéropexie, 35 sur 88, soit 40%, contre 46 sur 87, soit 53%, dans le groupe hystérectomie. L'analyse du temps jusqu'à échec donne un hasard ratio ajusté de 0,64 avec un intervalle de confiance allant de 0,40 et 1 à 1,0 et une valeur P à 0,05. Les deux groupes peuvent être présents dans des améliorations durables des résultats rapportés par les patientes. Les auteurs ne montrent pas de différence entre groupes sur les symptômes urinaires, les symptômes digestifs, la fonction sexuelle, la dyspareunie ou les complications cliniquement importantes. C'est l'un des papiers forts de la semaine. Il apporte du long terme, rare en chirurgie du prolapsus. Il ne règle pas à lui seul la question du MESH. Il donne des données pour une procédure précise, dans un réseau expérimenté avec un protocole d'essai et un suivi à 10 ans. Yang et Wang publient dans le Journal of Minimally Invasive Gynecology une étude rétrospective sur la réparation vaginale en tissu natif selon les niveaux de fragilité. L'étude porte sur 706 femmes opérées par hystérectomie vaginale totale, culdoplastie de McColl modifiée, colporaphie antérieure et postérieure. À 12 mois, la sensation de boule post-opératoire et les difficultés mictionnelles post-opératoires sont rares et comparables entre les groupes de fragilité. La fragilité n'est pas associée de façon indépendante à ces deux critères. La limite est centrale. Les patientes les plus fragiles sont peu nombreuses et très sélectionnées. Le groupe avec index de fragilité supérieur ou égal à 3 ne compte que 36 patientes. Les résultats ne doivent donc pas être extrapolés aux femmes dépendantes, très comorbides ou à haut risque médical. L'intérêt du papier est de rappeler que l'âge ne suffit pas à décrire un risque opératoire. Mais la fragilité n'a de valeur clinique que si l'on sait qui a été inclus, qui a été écarté et quels critères ont réellement été mesurés.
Horneman, Bosserov, Colton et Ali publient dans International Urogynecology Journal une étude prospective observationnelle sur la mobilité après prélèvement partiel du tendon semi-tendineux dans une chirurgie du prolapsus utilisant la méthode OTT. 142 femmes avec prolapsus de stade 2 à 4 sont incluses. La mobilité est évaluée avant chirurgie, puis à 6 semaines, 3 mois et 6 mois. Les scores de mobilité ne se dégradent pas. Ils s'améliorent même au cours du suivi. L'âge plus élevé et l'IMC plus élevé sont associés à une moindre probabilité d'obtenir un score de mobilité élevé. La satisfaction et la qualité de vie s'améliorent et 96,6% des patientes recommanderaient la procédure. C'est une série monobras sur une technique particulière. Elle ne permet pas de comparer cette approche à d'autres chirurgies, mais elle répond à une question précise. Dans cette cohorte, le prélèvement partiel du semi-tendineux ne semble pas créer de déficit de mobilité mesurable à 6 mois. Quatrième point, mèche, résultats anatomiques et vécu sexuel. Beer, Debus et Gracewell publient dans BMC Women's Health une revue systématique avec synthèse thématique sur les retentissements sexuels et relationnels des lésions liées aux implants transvaginaux. 9 rapports sont inclus, 6 études publiées, une thèse doctorale non publiée et 2 enquêtes gouvernementales. Les données sont hétérogènes, mais les auteurs estiment que 1483 participantes sont représentées de façon conservatrice. 8 rapports sont jugés de haute qualité et un de qualité modérée. La synthèse retrouve 7 thèmes: modification de la fonction sexuelle liée à la douleur, changement de la sexualité, modification de l'activité relationnelle à cause de la douleur, modification de la satisfaction relationnelle, transformation du rapport à soi, changement des rôles relationnels et un thème central autour d'un soi sexuel et relationnel corporellement perturbé. Cet article ne mesure pas un taux de récidive. Il ne compare pas deux techniques. Il décrit ce que peut produire une complication dans la vie sexuelle, relationnelle et corporelle. Il doit être lu à côté des études chirurgicales, pas à leur place. Les deux niveaux d'information sont différents. D'un côté, la durabilité, les échecs composites, les symptômes et les complications. De l'autre, le vécu lorsqu'une complication devient douleur chronique, évitement sexuel, perturbation de couple ou modification du rapport au corps. Fin du dossier prolapsus. Ce dossier donne une image assez complète du champ: terrain ménopausique, qualité tissulaire, microbiome, PCR, événements épithéliaux, chirurgie, conservant l'utérus, tissu natif, fragilité, technique reconstructive et conséquences sexuelles des complications. Le prolapsus apparaît moins comme une opposition simple entre conservateur et chirurgical que comme une série de décisions. Quels symptômes dominent? Quel risque est acceptable? Quel suivi est possible? Quelle sexualité est à préserver? Quelle durabilité est recherchée? Et quelle complication serait la moins acceptable pour cette patiente? Must read numéro 1. Stimulation tibiale implantable dans l'incontinence par urgenturie. Mangel Miller, Erickson et Ali publient dans International Urogynecology Journal une analyse de qualité de vie de l'essai pivot Intibia. Il s'agit d'un essai prospectif, randomisé, double aveugle, contrôlé par Sham, conduit aux États-Unis et aux Pays-Bas chez des patients avec incontinence urinaire par urgenturie. 208 sujets sont randomisés, 139 dans le groupe stimulation tibiale implantable active et 69 dans le groupe Sham. Les sujets du groupe Sham croisent vers le traitement actif après 3 mois. À 3 mois, davantage de patients du groupe actif se disent much better ou very much better. 29,2% contre 13,4%. Le groupe actif dépasse aussi plus souvent le seuil de différence minimale cliniquement importante sur les questionnaires spécifiques d'hyperactivité vésicale, 62,8% contre 41,8% sur la gêne symptomatique et 57,4% contre 42,4% sur la qualité de vie liée à la santé. À 12 mois, 83% des sujets du groupe actif rapportent un certain niveau d'amélioration par rapport à l'état initial. L'intérêt de l'article tient au contrôle Sham, encore trop rare dans les dispositifs de neuromodulation. Il ne s'agit pas seulement de montrer qu'un symptôme bouge, mais de vérifier si les patients perçoivent une amélioration spécifique au-delà de l'effet procédure et de l'attente thérapeutique. Must read numéro 2. Incontinence urinaire postpartum à 3 ans. Carnero, Amorim, Moret et Ali publient dans World Journal of Urology une cohorte longitudinale portugaise sur l'évolution de l'incontinence urinaire jusqu'à 3 ans postpartum. 139 femmes sont suivies. La prévalence de l'incontinence urinaire est de 51,1%. La première semaine, 23% au premier mois, 41,2% à 1 an, puis 38,1% à 3 ans. L'incontinence d'effort est le sous-type dominant sur l'ensemble des temps de mesure.
Chez les femmes symptomatiques, de façon persistante, la sévérité tend à évoluer de légère à modérée vers modérée à sévère. Un IMC plus élevé et une durée de grossesse d'au moins 39 semaines sont associés à la persistance des symptômes à 3 ans. Le message clinique est important, une amélioration précoce ne signifie pas disparition durable, la trajectoire n'est pas linéaire. Certaines femmes s'améliorent, d'autres rechutent ou restent symptomatiques à distance. Le postpartum ne s'arrête pas au contrôle précoce quand on parle continence. Must read numéro 3, rééducation de l'incontinence urinaire d'effort féminine. Xu Wang et Ali publient dans BMC Nursing une synthèse des meilleures preuves sur la gestion rééducative de l'incontinence urinaire d'effort féminine. 48 études sont incluses. Livres de bonnes pratiques, décisions cliniques, recommandations, synthèse de preuves, guidelines, revues systématiques et consensus d'experts. Les auteurs résument 51 recommandations en 5 domaines. Dépistage et évaluation, mode de vie, entraînement des muscles du plancher pelvien, suivi et éducation à la santé. Ce n'est pas un essai randomisé, c'est une synthèse de stratégie. Son intérêt est opérationnel. Elle rassemble les composants nécessaires pour construire un parcours structuré, au-delà de la simple phrase faire des exercices du périnée. Le contenu intéresse autant la consultation initiale que le suivi, l'adhésion, la progression et l'éducation. Must read numéro 4. Sexualité 12 ans après OASIS. Baude de Ram, Le Pigeon et Ali publient dans Sexual Medicine une cohorte de suivi à 12 ans après lésion obstétricale du sphincter anal. Les questionnaires complets reviennent pour 52 femmes dans le groupe OASIS et 141 femmes contrôle. Les scores globaux de fonction sexuelle évalués par le FSFI ne diffèrent pas significativement entre les groupes. Mais deux items restent plus fréquents chez les femmes avec OASIS. Une lubrification présente moins de la moitié du temps pendant l'activité sexuelle et une douleur lors de la pénétration vaginale environ la moitié du temps ou plus. Le résultat est nuancé. Le score total ne raconte pas toute l'histoire. À 12 ans, l'écart global n'est pas massif, mais certains domaines restent touchés. Pour les séquelles obstétricales, il faut donc regarder les items, pas seulement le score résumé. Must read numéro 5. Endométriose recto-vaginale, chirurgie versus traitement hormonal. Werner, Velo et Mexner publient dans Archives of Gynecology and Obstetrics une cohorte rétrospective sur l'endométriose recto-vaginale, traitée soit par excision chirurgicale, soit par traitement hormonal seul dans un centre tertiaire. 210 femmes sont incluses, 164 dans le groupe chirurgie et 46 dans le groupe hormonal. Environ 80% des femmes des deux groupes rapportent une amélioration des douleurs pelviennes et de la dysménorrhée, des améliorations de la dyspareunie, de la dyschésie, des symptômes fonctionnels, de la qualité de vie et de la satisfaction sont également observées dans des proportions importantes. Les comparaisons directes ne montrent pas de différence statistiquement significative entre les trajectoires de symptômes, mais l'analyse est exploratoire. L'article ne démontre pas une équivalence entre chirurgie et traitement hormonal. Il montre que dans cette cohorte, les deux stratégies sont associées à des améliorations rapportées par les patientes et que le choix doit rester lié au profil lésionnel, aux symptômes, au risque opératoire, au projet de vie et aux préférences. Must read numéro 6, vessie et intestin, phénotype O, A, B et IBS. Sun, Gao, Shi et Ali publient dans World Journal of Urology une étude prospective observationnelle sur les patients associant hyperactivité vésicale et syndrome de l'intestin irritable. 144 patients sont répartis en 4 stratégies non randomisées, traitement ciblant l'hyperactivité vésicale seule ou combinée, et traitement ciblant le syndrome de l'intestin irritable seul ou combiné. Les résultats sont analysés selon les sous-types digestifs, diarrhée prédominante, constipation prédominante ou forme mixte. La double thérapie améliore davantage les symptômes, l'humeur et la qualité de vie que les monothérapies. Mais le point le plus intéressant est l'hétérogénéité. L'effet sur l'hyperactivité vésicale varie selon le sous-type de syndrome de l'intestin irritable. Les profils uroflowmétriques diffèrent également. Certains patients semblent relever davantage d'un mécanisme plancher pelvien, d'autres d'une sensibilisation centrale, d'autres d'une vessie primaire. L'étude n'est pas randomisée. Elle ne permet donc pas de conclure à une stratégie supérieure pour tous. Mais elle propose une lecture utile des patients qui ne rentrent pas dans une case unique. Vessie, intestin, humeur, douleur et qualité de vie peuvent appartenir au même tableau sans avoir la même porte d'entrée thérapeutique. Bonus clinique, bref. Quelques signaux méritent d'être gardés en tête. Les bandelettes masculines après prostatectomie gardant des résultats acceptables à 10 ans chez les bons candidats, surtout en cas d'incontinence légère à modérée sans irradiation ni antécédent chirurgical urétral.
En neurologie, le sphincter urinaire artificiel donne souvent une continence sociale élevée, mais la qualité de vie et l'intimité restent trop peu mesurées. Chez les femmes neurologiques, la comparaison entre sphincter artificiel et bandelette faciale reste limitée par les petits effectifs, mais les deux options semblent possibles. Côté mesure, les questionnaires de qualité de vie dans l'incontinence d'effort ne se valent pas tous. Certains outils courants reposent sur une validité de contenu fragile. Un consensus jordanien sur un programme à domicile rappelle aussi qu'un protocole n'est pas seulement une liste d'exercices, l'adaptation culturelle et la faisabilité contre. En endométriose, le dienogeste semble surtout améliorer la dysménorrhée dans une petite cohorte, tandis que la chirurgie rectale nodulaire pourrait réduire la dysfonction défécatoire par rapport à la résection segmentaire dans certains profils. Enfin, dans la constipation réfractaire, manométrie, un test d'expulsion, et IRM, défécographie, ne donnent pas toujours le même diagnostic. Et dans la sclérodermie systémique, les anomalies anorectales manométriques sont fréquentes, notamment le réflexe recto-anal inhibiteur anormal. Conclusion. Cette semaine, le dossier prolapsus occupe logiquement le centre. Il relie ménopause, tissu vaginal, PCR, chirurgie, mèche, sexualité et long terme. Les must-read déplacent ensuite le regard vers l'urgenturie, le postpartum, l'incontinence d'effort, les séquelles obstétricales, l'endométriose recto-vaginale et les liens vessie-intestin. Le fil commun n'est pas une technique, c'est la qualité de la décision, choisir le bon critère de succès, mesurer autre chose que l'anatomie seule et ne pas confondre amélioration symptomatique, tolérance, durabilité, sexualité et qualité de vie. Merci d'avoir suivi cette veille. Vérifiez toujours les articles complets et les recommandations officielles avant de modifier vos pratiques. Les références sont en description et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.